Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Je peux, nous pouvons, je ne peux pas, ces expressions sont au cœur de nos interactions sociales. Elles expriment le pouvoir d'agir dans des secteurs aussi divers que les luttes sociales, la lutte contre les discriminations ou encore la revendication de certains droits. Mais des expressions comme « tu peux le faire »,« si tu veux, tu peux » renvoient aussi à une surresponsabilisation des individus, les rendant seuls et uniques responsables parfois de leurs échecs, de leurs souffrances, de leur pauvreté. On va s'intéresser à la notion de pouvoir ce soir à travers l'analyse d'un livre « Pouvoir et ne pas pouvoir » publié aux éditions IES, un livre qui nous invite à nous considérer comme des personnes tour à tour fragiles, vulnérables, mais aussi responsables et capables. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Fabrizio Contelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'ULB, chercheur associé au Centre de droit public et social. Par le passé, vous avez dirigé la LUS, la Fédération francophone des associations de patients et de proches, et vous avez travaillé dans un cabinet ministériel. Vous avez donc publié avec Jean-Louis Genard « Pouvoir et ne pas pouvoir », livre qui a comme sous-titre « Discussion politique et anthropologique ». Et ce terme de discussion, il est important car c'est comme ça, au fil de vos discussions, de vos échanges, que vous avez construit ce livre donc avec Jean-Louis Genard qui est aujourd'hui décédé. Tout à fait. Donc c'est vraiment au fil de discussions et de conversations qui ont commencé maintenant il y a près de 20 ans, à partir d'une thèse de doctorat en sciences politiques, et puis après, à partir de discussions et d'échanges avec toute une série d'autres collègues, qu'ils soient en sociologie, en criminologie, en droit ou en sciences politiques, mais aussi des discussions avec Jean-Louis Genard et toute une série d'autres de personnes, de militants, de travailleurs, de fonctionnaires, d'usagers et d'agents de l'État. Mmh. Mais du coup, cette émission, on l'a aussi envisagée comme une discussion, et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Blairon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie et lettres et vous avez dirigé pendant 20 ans la SBL RTA Namur, un service de formation agréé pour le secteur de l'aide à la jeunesse et l'éducation permanente. Et j'ajouterai que vous êtes toujours militant au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et du coup, on va un peu discuter effectivement de cette notion de pouvoir. Mais donc, je me retourne vers vous d'abord, Fabrizio Contelli, parce que pourquoi s'intéresser finalement à la notion de pouvoir aujourd'hui dans la société actuelle ? Il y a sans doute plusieurs raisons. La première, c'est que, en tout cas, la société elle-même et les acteurs aussi s'expriment de plus en plus autour du vocabulaire du pouvoir. On entend la référence au pouvoir d'agir, on entend la référence au pouvoir des citoyens, mais aussi au girl power, mais aussi à l'empowerment ou à la capacitation des patients ou des usagers. On entend aussi la référence au pouvoir des arbres. Et donc cette référence au pouvoir, elle prend des formes différentes et elle s'exprime de plus en plus. Deuxième raison, c'est qu'à côté de cette référence au pouvoir, il y a aussi, et en parallèle, et de plus en plus, la référence à un autre vocabulaire qui est celui de la vulnérabilité, de la fragilité, de la sollicitude, et qui s'exprime aussi dans toute une série de domaines différents, et que ce soit au niveau d'acteurs de terrain comme au niveau plutôt des administrations publiques. Et enfin, la dernière raison, ce qui semble intéressant, c'est aussi de ne pas uniquement limiter pouvoir et le pouvoir au pouvoir de l'État ou au pouvoir politique, de l'inclure évidemment, parce que le pouvoir et l'État sont des figures extrêmement importantes, mais en tout cas dans cette réflexion, c'est de ne pas se limiter uniquement au pouvoir entendu comme rapport de force ou uniquement lié à l'État. Oui, et d'ailleurs, je dirais que vous envisagez même le pouvoir pas vraiment en tant que substantif, mais en tant que verbe, donc c'est-à-dire je peux, tu peux, nous pouvons, ensemble, collectivement. Tout à fait. Donc là, ça renvoie vraiment au travail important développé déjà dans la thèse de doctorat de Jean-Louis Genard, autour des pronoms personnels. C'est-à-dire que l'idée est de regarder pouvoir à travers le je, le tu et le nous. Et donc, en l'occurrence, de regarder aussi des expériences très ordinaires de pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie quotidienne ? Je peux ou je ne peux pas. Mais aussi nous pouvons et nous ne pouvons pas. Et donc de voir aussi qu'est-ce qui fait qu'on passe parfois du je au nous, ou qu'on reste uniquement
dans le jeu ou qu'on passe parfois du nous au jeu. Donc ça, c'est un point sans doute assez original, mais ça ne veut pas dire qu'on exclut la réflexion sur le pouvoir. Ça veut dire qu'on la complète, on l'enrichit, en essayant de voir des formes très ordinaires, comme je l'ai dit, et on aura sans doute l'occasion de voir ensemble des exemples très concrets, très incarnés, mais qui renvoient à des enjeux fondamentaux en termes de citoyenneté, de droit et de démocratie. Alors, j'aurais encore une question avant de donner la parole à Jean Blairon et qu'on avance effectivement dans la discussion, mais pour qu'on comprenne bien votre point de vue, vous envisagez vraiment les personnes comme des personnes qui sont tour à tour fragiles, vulnérables, mais aussi capables et responsables. On n'est plus dans cette dichotomie dont les personnes sont capables ou incapables, mais elles sont vraiment tour à tour différentes. Donc voilà, on passe de la fragilité, de la vulnérabilité, mais aussi à la capacité. C'est ça. Donc, dans un temps un peu ancien, on avait tendance à diviser et à séparer les êtres capables par rapport aux êtres incapables et d'accorder des droits et toute une série de privilèges à ceux qui étaient considérés comme capables et ceux qui étaient considérés comme incapables, évidemment, à ne pas leur donner des droits, notamment. Et à cette division très stricte entre des personnes capables, responsables, et de l'autre des personnes qui sont considérées ou jugées comme étant incapables et irresponsables, on observe aujourd'hui que cette division a tendance à être remplacée par un continuum où, plutôt que d'être soit capable, soit incapable, on est tour à tour, à la fois avec des moments de fragilité et d'affaiblissement, et à la fois avec des moments de reprise de capacité, avec des moments où on reprend davantage du pouvoir, et c'est ce que Jean-Louis Jonnart a appelé sous la forme d'un continuum anthropologique. Donc on circule entre des moments ou des situations où on se sent un peu plus capable, un peu moins capable, plus du tout capable, où on reprend parfois certaines capacités. Alors, Jean Blairon, j'ai envie de vous donner la parole là-dessus. Je sais que c'est une manière, c'est un sujet sur lequel vous aviez envie de réagir, sur cette manière finalement de lire la réalité. Oui, tout à fait. Donc, vous avez eu raison d'entrer l'émission sur le thème de la discussion. J'estime personnellement qu'un bon livre, et c'est le cas ici, pose des questions et oblige à discuter avec soi-même d'un certain nombre d'évidences ou de choses qu'on ne discute plus ou plus assez. Et donc, effectivement, la conjonction d'aborder la question du pouvoir pour chacun d'entre nous, dans sa vie quotidienne, en termes de verbes, comme on l'a dit, de pronoms, et cette idée de faire cet abord avec une logique de conjonction, c'est pas ou, c'est et, ça m'a paru une thèse assez forte dans le livre. Et je trouve que d'emblée, on peut mettre en lumière deux points très forts. Le premier, c'est qu'il y a un très grand nombre d'exemples qui sont apportés. Il y a des listes impressionnantes, vous voyez, vivre dignement ou ne pas vivre dignement, reprendre du pouvoir sur sa vie, oser s'exprimer et faire paraître dans l'espace public des éléments de soi-même. Également, sans doute, des mouvements populistes où on n'hésite pas à dire non, la réalité c'est pas ça, moi je ne la crois pas, les événements du Capitole par exemple, de mettre en lumière les vulnérabilités, les projets participatifs aussi dans la société. Donc vous voyez l'ampleur des réalités qui sont abordées par ce double regard est convaincante, je trouve. Et le second point, c'est que effectivement, ça nous permet d'aborder l'ensemble de ces points
d'une façon qui rend justice à la complexité du monde, puisque c'est pas ou, c'est en même temps. Et c'est là que j'aurais une première question que je voudrais adresser à l'auteur, puisque j'ai le plaisir, après avoir conversé avec moi-même, de pouvoir converser avec lui en direct. Ben, profitez-en. Et donc, avec un petit peu de malice, je lui demanderai d'abord si, vous voyez, ce renversement que les deux auteurs mettent bien en lumière, on passe d'une approche ou à une approche et est-ce que c'est pas un petit peu ou quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de disjonction dans ce remplacement et de ce retournement? Et si c'était le cas, je n'en serais pas contrarié outre mesure. Donc d'abord, merci pour la question, très intéressante, et je note la malice aussi. Mais effectivement, il y a quelque chose qui mérite d'être peut-être reprécisé. Donc l'hypothèse du livre ici, effectivement, est l'hypothèse d'une transition, vraiment d'un mouvement anthropologique où on passe de l'un à l'autre. Donc c'est un livre relativement concis. C'est un livre qui cherche aussi à essayer d'être le plus clair possible et à transmettre aussi les idées dans le débat public, on va dire au plus grand nombre de citoyens, de lectrices et de lecteurs. Et donc, pour ce faire, on a sans doute simplifié l'argumentaire. Maintenant, pour aller un cran plus loin, le travail de Jean-Louis Jonnart, en fait, a lui-même été dans les nuances que vous apportez ici. En l'occurrence, plutôt que d'un basculement, on va dire, d'un mouvement, on va dire, d'un mouvement à un autre, il note que, effectivement, pour toute une série de personnes et pour toute une série de publics et pour toute une série de situations, on est parfois figé, voire fixé dans une situation d'incapacité ou d'irresponsabilité. Et là, on pourra sans doute y revenir par rapport aux évolutions qui vont vers parfois l'hyper-responsabilisation, notamment. Je voudrais vous titiller un peu davantage, si vous le voulez bien, parce que est-ce que ça ne fait pas un peu en même temps à la Macron, quoi? Vous voyez, j'ai relevé deux phrases dans le livre. L'homme est en même temps, et je ne le conteste pas, en même temps capable, responsable et fragile, vulnérable. D'accord, mais moi j'ai envie de dire, mais peut-être suis-je un dinosaure un peu disjonctif, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce en même temps? Parce que il peut cacher des choix, des priorités qu'on n'avance pas, il peut être ambigu, il peut plonger dans l'incertitude. Qu'est-ce qu'on attend de moi, Je me souviens d'un ministre de l'insertion sociale et professionnelle qui avait dit « Aide-toi et le forum t'aidera ». C'est comme vous venez de le dire, là, c'était quand même une imposition, et elle ne fait d'ailleurs qu'augmenter aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire, cette question de la responsabilisation, voilà. De la surresponsabilisation, le si tu veux, tu peux. Aujourd'hui, on est clairement dedans. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, il faut pas cesser d'être au balcon et dire ça non? Alors, oui, peut-être sur cette hyper-responsabilisation, Fabrizio Contelli. Donc on le voit en tout cas aujourd'hui dans le contexte actuel, que ce soit par rapport aux personnes qui sont en malades de longue durée, que ce soit par rapport aux personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, que ce soit par rapport aussi aux travailleurs qui sont au contact avec ces publics. En tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus quand même une demande à responsabiliser davantage les personnes et à renvoyer à des injonctions en termes de « tu peux » ou « tu pourrais » ou « tu devrais pouvoir » qui ne sont pas problématiques en soi. Là où c'est peut-être plus problématique en termes d'hyper-responsabilisation, c'est que on peut tout à fait renforcer les capacités, les compétences et le pouvoir d'une personne à différents niveaux.
mais sans doute que ça se fait avec la personne, avec ce qui entoure la personne, et avec l'ensemble de la société aussi, et dans des rythmes et des temporalités qui sont chaque fois sans doute à ajuster avec la personne. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'exprime de plus en plus. On cite ici les politiques sociales, on cite certaines politiques par rapport aux malades de longue durée, mais ça s'exprime sans doute dans toute une série de domaines, avec des accents un peu différents, et qui ne sont pas tout à fait nouveaux. Avec Jean-Louis Genard, déjà en 2005, 2006, 2007, autour de l'État social actif, autour de l'idée de l'activation, de la responsabilisation, de la conditionnalisation, et avec toute une série d'autres collègues, on avait déjà pointé les ambivalences qu'il y avait là derrière, avec un potentiel parfois d'émancipation, quand les personnes elles-mêmes revendiquent un pouvoir d'agir, quand elles sentent qu'elles peuvent et qu'effectivement elles découvrent elles-mêmes des nouvelles capacités, souvent de manière collective d'ailleurs. Mais à l'inverse, il peut aussi y avoir à côté de ces dimensions plus émancipatrices, des dimensions plutôt oppressantes, où la responsabilité est difficile à assumer, et donc il peut même y avoir le sentiment d'être écrasé, et non seulement de ne pas pouvoir, mais de ne plus pouvoir, et de ne plus non plus y arriver. Oui, je n'en peux plus, pour revenir à cette expression. Et du coup, là, j'ai envie de vous faire réagir aussi. Jean Blairon, vous qui avez travaillé, qui êtes militant au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, et qui avez travaillé finalement toute votre vie avec des personnes plus vulnérables dans la pauvreté, peut-être une réaction par rapport à ça? Effectivement, dans mon expérience, il se fait que pour le moment, dans ce pays, on élabore différents plans de lutte contre la pauvreté. Alors, pour le dire un peu abruptement ou trop brutalement, de temps en temps, ce serait bien qu'on se rappelle qu'il y a le terrain des seuils économiques. Parce que, je cite les paroles d'un militant du réseau wallon, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et c'est une honte que dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, il y a encore 17% de gens pour qui la vie n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas. Vous voyez, et alors quand j'entends certains propos où on met en lumière d'autres dimensions, certes, mais où le sous-entendu, peut-être suis-je un peu excessif en disant ça, c'est prenons des mesures qui ne coûtent rien, c'est-à-dire qui n'améliorent pas du tout la situation, il n'y a pas. Alors là je me dis ça ne va pas. Vous voyez, et donc je suis un peu sur la même lignée que tout à l'heure en disant il est nécessaire, et le livre nous y aide beaucoup, d'avoir une vision beaucoup plus complexe de la réalité et une vision qui affirme qu'on n'est pas coincé dans un effet de destin, de soumission. Donc tout ça est absolument indispensable. Mais il me semble qu'il faut par après choisir, et sans doute choisir un camp, et dire, par exemple, concrètement, la responsabilisation d'aujourd'hui, c'est un dévoiement des idéaux de l'éducation permanente, du pouvoir d'agir, c'est un retournement, et c'est une manipulation dont je pense que nous ne pouvons pas l'accepter. Quand vous dites dévoiement du pouvoir d'agir, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que, comme Fabrizio Cantelli l'a bien dit, on glisse. Vous voyez, nous disons tous, dans le travail social, dans le travail d'animation socio-culturelle, si tu peux, moi j'y crois, je crois que tu peux. Oui, vous essayez de remettre de la confiance, vous faites tout pour encourager. On est dans une logique quand même qui reste de liberté. Pas aide-toi et le forum t'aidera. Parce que ça veut dire si tu ne t'aides pas, tu n'auras rien. Tu n'auras pas de soutien, tu n'auras pas d'accompagnement. Et donc là, la croyance dans le tu peux, même si c'est dur, elle devient une obligation qui permet à celui qui exprime cette obligation,
de priver de droit. Et là, il me semble qu'on bascule dans une société où l'hypocrisie le mélange à la violence. Est-ce que vous voulez réagir, Fabrizio Contelli? Oui. Deux éléments. C'est vrai que ce qu'on observe, c'est quand même une accentuation autour du « tu peux » ou du « je peux », et peut-être au détriment du « nous pouvons ensemble ». Et donc, il y a quelque chose, en tout cas, à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire pouvoir ensemble. Pas pouvoir l'un contre l'autre, mais qu'est-ce que ça veut dire, peut-être même en tant que société, avec toute une série d'inégalités, d'injustices. Qu'est-ce que dans ce contexte-là, ça veut dire pouvoir ensemble? Et deuxième élément, mais lié au premier, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à dire tu peux aux usagers qui, par ailleurs, sont touchés par quand même objectivement des vulnérabilités, des souffrances et des injustices qui se cumulent. Mais par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui devraient aussi et qui pourraient aussi être renforcés. Et donc, on a parlé tout à l'heure des associations, des collectifs, de l'éducation permanente, mais de la société civile, on va dire de la sphère associative. Pouvoir en tant qu'individu ne se fait pas tout seul dans son coin. Ça demande aussi d'avoir un tissu associatif, on va dire, soutenu, équipé. Mais ça demande aussi, c'est pas suffisant, ça demande aussi, et le livre un petit peu en traite, mais ça demande aussi des administrations publiques, des agents, des services publics, qui soient aussi en mesure de jouer leur rôle et de prendre leur place et d'assumer la responsabilité dans un contexte difficile aussi aujourd'hui pour les agents de l'État. Mais pour continuer la métaphore, c'est pareil pour les équipes et les pouvoirs exécutifs. C'est pas si évident que ça aujourd'hui d'assumer le pouvoir, de l'exercer, de prendre des décisions. Et si on remonte encore un cran, l'État lui-même, est-ce qu'il peut aujourd'hui, dans le contexte aujourd'hui, où on voit quand même qu'il y a toute une série d'autres acteurs très puissants au niveau économique, au niveau financier, qui prennent la place et qui, pour le coup, exercent le pouvoir. Alors peut-être, oui, effectivement, sur la question du collectif, des associations, dans le livre, par exemple, vous écrivez « L'entrée en lutte collective permet de sortir du sentiment d'impuissance individuelle ». Vous êtes d'accord avec ça, Jean Léon? Oui, moi, je préfère le « nous » au « je ». Parce que je pense que, puisque nous l'évoquons pour des publics en difficulté ou dominés ou subissant de toute manière d'inégalités, je pense que, et sans doute est-ce la même chose pour nous, mais que le « je peux » n'est possible qu'après une identification à un « nous » susceptible de victoire et de victoire politique. Et je pense que c'est vraiment là un des enjeux, et le livre le met bien en lumière, c'est ce passage du « je » au « nous ». Et pour faire une petite évocation à l'endroit où nous nous trouvons, moi j'aime beaucoup la formule « libre ensemble », mais ça dépend comment on articule les deux. Et je crois qu'une série de ce que j'appelle des victoires, ce sont des victoires d'ensemble. Ce sont des mouvements ouvriers, ce sont des mouvements sociaux, et qui permettent effectivement à l'individu d'être plus libre, de devenir davantage lui-même. Et je crois que pour la question du pouvoir que vous venez d'évoquer, on hypertrophie le jeu. Quand on pense que on n'en est pas loin dans ce pays, mais qu'à un moment donné, le président Sarkozy avait imaginé d'évaluer chacun de ses ministres sur base des résultats qu'ils obtenaient. On assistait à un délire. La ministre de la Culture devait augmenter le nombre d'entrées dans les cinémas pour les films français. Vous voyez comme... mais l'hypertrophie du modèle, on va vous juger sur les résultats,
eh bien, elle est partout aujourd'hui, y compris dans ce pays. Vous voyez, et donc, vous avez évoqué le soutien aux associations, le rôle des pouvoirs publics, c'est déjà d'arrêter de penser qu'on est tout seul dans le monde et capable de produire ou non des résultats. Il y a tout un environnement, toute une série de facteurs. Et là, vous voyez, je pense qu'il faut réellement prendre option, prendre position, s'opposer. Pas facile de s'opposer à la culture des résultats aujourd'hui, notamment en politique. J'ai peut-être envie de revenir sur une question, c'est donc cette capacité d'agir, et ce pouvoir d'agir plutôt dont on parlait. Par exemple, Fabrizio Roncantelli, vous avez dirigé pendant plusieurs années la LUS, donc la fédération qui représente les patients. Mais là, c'est un bon exemple peut-être pour les patients aujourd'hui avec la loi sur les droits des patients qui date de 2002, qui a été revue l'année passée. Un exemple du fait qu'on va donner aux patients ce pouvoir d'agir en leur donnant plus de responsabilités, une forme de partenariat avec le médecin, par exemple. Oui, donc c'est vrai que c'est un très bon exemple puisque attribuer des droits et se voir reconnaître des droits, c'est aussi se voir reconnaître des nouvelles capacités et des nouveaux pouvoirs en termes de « je peux » et « nous pouvons ». Donc, de manière très pratique, avoir accès à son dossier patient, de manière très pratique, pouvoir bénéficier du consentement par rapport à ses soins, de manière très pratique, pouvoir introduire une plainte. Donc, c'est des choses à nouveau extrêmement simples, mais qui font que le système et la relation avec les institutions, mais aussi avec les professionnels, elle devient plus équilibrée. Ça ne veut pas dire qu'il y a une prise de pouvoir, ça veut dire qu'il y a davantage de symétrie ou davantage de dialogue, et que le patient, l'usager, souvent quand même affaibli, souvent quand même amoindri, mais qu'il est et elle est aussi en mesure d'être écouté, informé, respecté, et que ça se fait dans une relation tout à fait, on va dire, équilibrée et respectueuse avec l'ensemble des professionnels de la santé, mais aussi avec une juste place dans le système de santé. Donc ça se joue à la fois dans le colloque singulier, une dimension, on va dire, plus ouverte au dialogue, à une discussion. On revient en termes de discussion ouverte, où chacun s'écoute et joue sa part, mais de manière plus générale aussi un système plus participatif, plus plus ouvert aussi à la parole et à l'expérience des usagers, et aussi beaucoup plus attentive aux situations justement où les personnes ne sont pas en mesure d'être capables ou de se sentir capables. Je vous vois approuver, Jean Desmonts. Oui, je trouve que c'est un excellent exemple de ce que le livre peut nous apporter en capacité de lecture de la réalité. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Philippe Mahou, qui était le président d'RTA. Avec qui vous avez d'ailleurs écrit un livre sur la fabrique des lois. Bon. C'est ça, publié j'avais été frappé par une expression de Philippe disant « Les plaintes des patients, ce sont des faits ». Et je trouve que cette lecture qu'on a appelée conjonctive tout à l'heure, au niveau des citoyens, d'abord met en lumière une capacité du malade à au moins observer, exprimer, relater des éléments de la réalité. Alors ce ne sont pas tous les éléments de la réalité. Et vous voyez, de nouveau, ça me pose des questions qui me passionneraient. C'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec la controverse sur les savoirs, parce qu'il y a quand même le savoir médical, qui est au-delà de l'observation, qui a l'interprétation des paramètres, etc., mais qui doit tenir compte désormais des plaintes des patients. C'est une controverse qui n'est pas facile à trancher. Et donc, comment est-ce qu'on fait de la conjonction avec des controverses d'interprétation? Je pense que c'est une des questions passionnantes que le livre ouvre et vraiment qui peut nous sans doute aussi renforcer quelque peu notre emprise sur nos vies.
puisque en se posant les bonnes questions, on a peut-être un peu plus de chances de trouver des bonnes réponses. Alors, je pense que ce sera une bonne conclusion pour cette émission. Je sais qu'il y avait encore beaucoup de questions à aborder. Je sais que vous aviez, Jean Blaireau, encore beaucoup de questions à poser à Fabrizio Contelli, mais je vais inviter nos éditeurs et auditrices à se plonger dans ce livre si le sujet vous intéresse. C'est Pouvoir et ne pas pouvoir, discussion politique et anthropologique, donc écrit par Fabrizio Contelli et Jean-Louis Genard, publié aux éditions IES. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir titillé un peu sur cette question de pouvoir, et bonne soirée à tous. Avec plaisir, merci.